Donc moi, je vais prendre un petit peu la question d'intégrité latéralement, un peu comme l'ont fait ce matin les collègues sur la médiation, c'est-à-dire de voir comment ce concept d'intégrité est en lien avec d'autres concepts proches qu'on utilise habituellement. Ce que l'on voit aujourd'hui, comme je disais, c'est que nous engageons dans un contexte d'institutionnalisation croissante des questionnements d'éthique à propos de la recherche scientifique. Vous avez tout un tas de rapports, mais aussi d'institutions qui ont été créées ces derniers mois. C'est très récent. En France, le cas le plus visible est la création de l'Office, l'Office français de l'intégrité scientifique, qui fait suite au rapport Corvol sur l'intégrité scientifique. Un autre exemple, également récent, c'est l'obligation maintenant qui a été inscrite dans la loi d'une formation à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique pour tous les doctorants. Voilà. Et l'espace éthique, nous nous sommes engagés à la création de ce que l'on appelle le POLETIS, le pôle pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, au sein de l'Université Paris-Saclay, où nous formons tous les doctorants à ces questions-là. Donc nous sommes dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là, comme dans toute émergence institutionnelle d'une question éthique, il y a du flou, il y a de l'ambiguïté, et il y a la nécessité d'une forme de clarification conceptuelle. Parce que cette année-là, cette année. Oui, c'est fin 2017, mais c'est très récent, quoi. Peut-être fin 2017, mais il est opérationnel en tout cas depuis cette année. Il a été mis en place. Et sa dénomination exacte, c'est l'Office français de l'intégrité scientifique. Ouais. Donc dans ce contexte, ce que je voudrais ici apporter, c'est une clarification entre trois domaines que, en principe, nous mélangeons, ou en tout cas dont on a du mal à penser les liens, qui sont précisément l'éthique de la recherche, qui existe depuis plusieurs décennies maintenant, on a un peu parlé, l'intégrité scientifique qui émerge comme un concept important aujourd'hui et central, et la responsabilité sociale de la science. Nous avons ces trois domaines qui sont un peu mis en avant et parfois mélangés dans les discours. Donc, mon but ici, c'est de montrer comment l'intégrité, précisément, scientifique s'insère dans ce paysage conceptuel-là. De façon minimale, parce qu'il faut donner des définitions pour qu'on puisse partir tous du même départ, précisément. Je dirais que l'éthique de la recherche, on va réserver l'éthique de la recherche à une démarche réflexive de questionnement sur des pratiques. Alors, un questionnement pas sur n'importe quoi, des questionnements, et ça a été très bien dit et montré et illustré, sur des valeurs et les finalités de la recherche. Voilà, on va parler ici de matériaux, l'éthique de la recherche, les matériaux dont elle va faire usage, c'est les valeurs et les finalités de la pratique qui sont liées à la pratique scientifique. Mais il faut retenir donc que c'est une démarche réflexive. Là où l'intégrité scientifique, telle qu'elle est amenée, je fais ici simplement une description analytique de ce que je vois, l'intégrité scientifique, elle est plutôt amenée comme une démarche normative. Normative, c'est-à-dire une démarche qui vise à encadrer des pratiques d'une communauté. Mais plus que ça, qui vise à protéger cette communauté. Et ici, il faut prendre acte de l'étymologie, en tout cas d'une des racines de l'intégrité, qui a été notamment très bien mis en avant dans un article d'Armel Debru pour la revue de POLETIS. Intégrité, en tout cas, on peut le décrire, si on revient sur ses racines latines, comme intégré, non touché, donc non atteint. Donc maintenir une entité intègre, une communauté scientifique, un individu, c'est chercher à ce qu'il ne soit pas atteint par quelque chose qui pourrait le contaminer. Alors on parle ici, contaminé par quoi ? Justement, contaminé par les valeurs, contaminé par les intérêts personnels, économiques, etc. Et donc on va parler d'intégrité scientifique, et c'est très très présent dans les débats,
comme une démarche normative de protection de la communauté scientifique face à des bruits qui pourraient la polluer, qui pourraient la contaminer. Et on va essayer de maintenir cette communauté hors d'atteinte de ces éléments extérieurs qui pourraient venir la déstabiliser. On a cette idée-là dans l'intégrité scientifique qui est sous-jacente à l'idée aussi qu'il faut protéger quoi ? Non pas tant le chercheur individuellement, mais la communauté scientifique. Il faut protéger la communauté scientifique. L'intégrité scientifique est là pour sauver en quelque sorte la communauté scientifique de sa perte annoncée par une crédibilité en mal, et en tout cas une crédibilité qui est affaiblie par des mauvaises pratiques. Et donc il y a derrière cette idée d'une communauté scientifique. Donc cette fiction qui est consubstantielle à la notion d'intégrité, qu'il existe une communauté scientifique, avec des contours, avec un nom, avec des institutions, des métiers, des pratiques. Et donc, en quelque sorte, l'intégrité scientifique, d'une part, elle cherche à protéger la science, la communauté scientifique de l'extérieur, et en même temps, elle constitue l'intégrité scientifique, la communauté scientifique. L'intégrité scientifique, par le fait qu'on la défende, par le fait qu'on la nomme, qu'on en fasse même des textes, donne une crédibilité à cette idée de communauté scientifique qui, pour moi, peut-être, vous le savez pour ceux qui sont en cours avec moi, est très faible, voire dangereuse dans le sens où elle ne permet pas de voir la réalité de ce qu'est la science aujourd'hui. Mais c'est une fiction, communauté scientifique, qui est très liée à cette idée d'intégrité. Donc on va avoir l'éthique de la recherche, qui sera une démarche réflexive sur les valeurs et les finalités. Les valeurs, ça peut être tous les valeurs. Une valeur, c'est pas simplement positif. Ça peut être le sexisme, ça peut être le racisme, ça peut être la xénophobie. On peut défendre des valeurs qui ne sont pas positives dans le sens de ce que l'on appelle une valeur positive. Une valeur, c'est ce qui nous permet de donner un sens particulier à une action, une signification, c'est une sorte de filtre interprétatif que l'on se donne pour appréhender une situation. Et ces valeurs, elles sont multiples, voire infinies. Et dès qu'on trouve une valeur donnée, on peut trouver son opposé qui va venir en conflit avec celle-ci. Donc l'éthique de la recherche, le boulot de l'éthique de la recherche, c'est bien de partager ces valeurs, de les expliciter et de faire un travail dessus, ainsi que les finalités, comme ça a été dit, de la recherche scientifique. Pourquoi tel programme de recherche, pourquoi telle connaissance, dans le cadre de quel projet de société. Donc une éthique de la recherche très utile, une intégrité scientifique mise en avant, centrale, comme protection, comme démarche normative, pour maintenir en son entier, l'entièreté, c'est très lié à l'intégrité, c'est maintenir en son entier la communauté scientifique, pour pas qu'elle hésite, pour pas qu'elle soit contaminée, pour qu'elle puisse garder une sorte de prestance, peut-être une domination, on verra. Et il y a un troisième domaine, un troisième terme, qu'il ne faut jamais aussi oublier, c'est la responsabilité sociale des sciences. L'Europe nous bassine avec ça, mais on l'oublie souvent. D'ailleurs, dans la loi qui a suivi le rapport Corvol, j'étais très étonné que, par exemple, on forme les étudiants à l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, puis on a oublié la responsabilité sociale. Alors que l'Europe, vous savez que l'horizon H2020, dès que vous déposez un projet de recherche, la politique RRI est omniprésente. Recherche et innovation responsable, c'est quelque chose d'omniprésent. Et pourtant, c'est peu présent dans les discussions en France autour de cette institutionnalisation des questions éthiques en recherche. Pourtant, c'est quoi la responsabilité sociale des sciences ? Quelque chose d'important parce que c'est une démarche politique. Là où l'éthique est une démarche réflexive, là où l'intégrité est une démarche normative, la responsabilité sociale des sciences, c'est une démarche politique qui vise à appréhender le contexte dans lequel la science se fait. Comment parler de ces questions de publication, de manquement à l'intégrité scientifique, sans parler du contexte économique, politique, culturel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est ça l'idée de la responsabilité sociale, c'est d'ouvrir le débat sur le contexte et d'ouvrir la discussion sur les conséquences des savoirs, conséquences de la pratique scientifique, conséquences au sein
de ce qu'on appelle le territoire extrasocial de la science, en dehors de la communauté scientifique, ce qu'on appelle la société. Je reprends des mots que je ne m'approprie pas du tout, mais c'est pour qu'on comprenne. Donc, conséquences des savoirs et de la pratique scientifique dans la société, et conséquences des savoirs et de la pratique scientifique dans le temps, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. La responsabilité sociale nous engage à réfléchir au contexte dans lequel nous sommes et aux conséquences, et à anticiper les conséquences de nos actes, pour précisément en répondre. Donc vous voyez qu'ici se dessine déjà quelque chose de complexe, une sorte de composition entre enjeux réflexifs, enjeux normatifs et enjeux politiques, avec des matériaux qui se dessinent, les valeurs et les finalités pour l'éthique, les normes et les principes pour l'intégrité scientifique. Quand vous regardez un texte, par exemple, le guide du CNRS pour une recherche intègre, ce qui est dedans, c'est des normes et des principes. Voilà, c'est des matériaux normatifs. Et puis, la responsabilité sociale, avec plutôt d'autres matériaux qui sont le contexte et les conséquences. Mais vous voyez qu'on a déjà ici valeurs, finalités, normes, principes, contexte et conséquences. Il faut faire avec ça. Oublier l'un au profit de l'autre, c'est, je crois, justement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, on oublie les valeurs et les finalités au profit des normes et des principes, et on y a un déni total sur la question du contexte et des conséquences. Lorsque l'on fait ça, on tire le questionnement éthique en recherche vers une normalisation, vers une protection normative de la communauté scientifique. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes, comme on va le voir. Donc la thèse, si vous voulez, que je défends dans mes recherches, que j'expose ici brièvement devant vous, c'est un principe d'articulation entre ces trois domaines, le domaine réflexif, normatif et politique. Donc entre l'éthique de la recherche, l'intégrité scientifique et la responsabilité sociale. L'hypothèse que je pose, c'est que l'éthique de la recherche est centrale. C'est une hypothèse, on peut ne pas être d'accord. Aujourd'hui, nos institutions ont décidé que ce qui était central, c'était l'intégrité scientifique. Je vais démontrer que c'est plus pertinent de considérer que ce qui doit être central, c'est l'éthique de la recherche. Alors central, c'est peut-être pas le bon terme. Le terme plutôt précis et rigoureux qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt pivot réflexif. L'éthique de la recherche comme un pivot réflexif entre d'un côté l'intégrité scientifique, c'est-à-dire une démarche orientée vers la communauté, ce qui va être censé régir les bonnes pratiques d'une communauté et la protéger de contagion extérieure, d'une contagion extérieure, et donc un pivot réflexif entre cette démarche orientée vers la communauté et la responsabilité sociale, c'est-à-dire une démarche orientée vers la société. Et l'éthique va être ce pivot réflexif entre une communauté et la société, en l'occurrence ici, la communauté scientifique et la société comme un tout. Et donc, positionner ainsi l'éthique de la recherche, ça permet si vous voulez, deux choses. L'éthique de la recherche se retrouve ainsi comme le socle, positionné ainsi, l'éthique de la recherche se retrouve comme le socle réflexif sur lequel doit s'appuyer tout dispositif normatif. Entre guillemets, si l'on pose ainsi l'éthique de la recherche comme un socle réflexif, tout dispositif d'intégrité scientifique, donc les normes que l'on va mettre en place, doivent se baser sur une réflexion, sur une activité réflexive qui va engager les valeurs et les finalités. Ceci permet, comme on le verra, un certain nombre de réflexions absentes de toutes les discussions sur l'intégrité scientifique la plupart du temps, et notamment les réflexions épistémologiques. Parce que ça ne va pas de soi de dire qu'est-ce qu'une connaissance vraie, qu'est-ce qu'une connaissance vérifiée, qu'est-ce qu'une source, qu'est-ce qu'un modèle valable, etc. Toutes ces questions-là qu'on voudrait normaliser dans des codes de bonne conduite, non, sont des objets de réflexion épistémologique. Et donc, nous avons besoin d'un espace pour ça, qui est l'éthique de la recherche. Et puis, ça permet une deuxième chose, de poser ainsi l'éthique de la recherche comme un pivot réflexif, c'est que l'éthique de la recherche devient un tremplin, donc elle est socle d'un côté, tremplin d'un autre côté, pour élargir le spectre de notre considération éthique à propos des sciences, l'élargir à des questions sociales,
environnementales, culturelles, anthropologiques, économiques, finalement, à des questions politiques, dont on ne peut faire l'économie, véritablement, aujourd'hui. Par exemple, comment parler de questions d'intégrité de la recherche, qui sont souvent des questions que l'on pose à propos de la publication, à juste titre, puisque la publication est l'épicentre de la reconnaissance scientifique aujourd'hui, sans parler de l'économie de la promesse, c'est-à-dire cette grande machine que l'on a mis en place au niveau de la société pour que les chercheurs promettent qu'ils vont résoudre la faim dans le monde pour certains, les maladies neuro-évolutives pour d'autres, et que ça, c'est complètement lié à un contexte économique particulier qui est né dans les années 70 et qui s'est manifesté avec la stratégie de Lisbonne à la fin des années 90, où la recherche est devenue une économie de la connaissance. Ces questions politiques, économiques, elles sont complètement liées à la façon de faire de la recherche sur la paillasse. Voilà. Ce que l'on va écrire dans le projet, ce qu'on va écrire dans l'introduction et la conclusion d'une publication est lié à ça. D'accord ? Donc, positionner l'éthique de la recherche comme tremplin pour élargir le spectre de la considération, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Ça va permettre de poser des questions que l'on ne pose pas dans le giron trop restreint de l'intégrité scientifique. Mais vous me voyez venir, évidemment. Je veux faire hésiter l'intégrité scientifique. Mon idée est de dire qu'il y a un danger, actuellement, à brandir les manquements à l'intégrité scientifique et à y répondre par une normalisation. Parce que cette tendance-là, qui est vraiment une tendance forte, évidemment, je suis contre les manquements à l'intégrité scientifique, la situation qu'on vient de voir est complètement chaotique et catastrophique, et il faudrait évidemment éviter ce genre de choses. Mon propos n'est pas du tout là. Mon propos, c'est que la réponse qu'on y apporte, qui est celle de l'intégrité scientifique, donc c'est-à-dire de la non-contamination et de la protection d'une communauté, n'est pas la bonne. Parce que c'est un retour de 70 ans en arrière, quasiment. C'est le retour du positivisme scientifique. Et d'ailleurs, vous voyez que des grands fervents de l'intégrité scientifique, ceux qui dirigent ces nouvelles institutions, sont pour la plupart du temps des positivistes assez affirmés. C'est assez étonnant, d'ailleurs, de voir ça. Et du coup, moi, je comprends ça comme ça. C'est vraiment normal, en fait. On veut, finalement, oui, allez, c'est vrai, l'ouverture de la science à partir des années 70 à la société, à l'industrie, à l'interdisciplinarité, aux programmes transversaux. Vous voyez ce que ça a fait. Vous voyez, c'est vraiment la cata. Revenons à une forme de positivisme avec un contrat méthodologique, avec des règles épistémologiques très claires, avec une forme de tour d'ivoire qui serait gardée par des gardiens qui seraient ces personnes dans les comités d'éthique, d'intégrité scientifique. Donc, moi, il me semble qu'il faut faire hésiter cette tendance-là, la faire hésiter en posant un certain nombre de choses. Donc, j'essaye de démontrer deux choses. D'une part, c'est que il y a indissociabilité, le mot est important, entre l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Et il y a indissociabilité entre l'éthique de la recherche et la responsabilité sociale des sciences. Alors, l'indissociabilité de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique. Pour ne pas être trop long, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais d'ailleurs parler que de cette indissociabilité-là, parce que je n'aurai pas le temps de parler de l'autre. Dès ses premières pages, le texte du rapport Corvol, qui par ailleurs est une personne extraordinaire et que je respecte complètement, le texte du rapport Corvol, dès ses premières pages, tient à établir une distinction claire entre éthique de la recherche et intégrité scientifique. Je cite. Il faut bien distinguer l'intégrité scientifique, c'est-à-dire les règles qui gouvernent la pratique de la recherche, l'éthique de la recherche qui aborde de façon plus large les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales. Et de poursuivre un peu plus loin, autant les questions d'éthique font débat, autant l'intégrité scientifique ne se discute pas. Elle se respecte, c'est un code de conduite professionnelle qui ne doit pas être en frein. Elle s'impose en science, comme s'imposent les codes professionnels de déontologie pour les médecins et les avocats.
Gros problème à ça. Parce que la déontologie, elle existe en science. Le chercheur est un fonctionnaire et il est régi, la loi le force, par le code de déontologie. Donc qu'est-ce qu'on vient ramener en plus de la déontologie ? C'est un processus entre les lignes de normalisation. On veut faire de l'intégrité scientifique finalement une déontologie élargie, alors que la déontologie, elle est régie par la loi, elle est régie par des codes, effectivement, quand on est dans un ordre, les médecins, les avocats, etc. Mais le chercheur est fonctionnaire, il a la liberté de recherche, et sa déontologie, c'est le code de déontologie des fonctionnaires qui, effectivement, a été... donc c'est la loi de la déontologie des fonctionnaires d'avril 2016, avant il y avait évidemment des choses, et qui cadre très clairement... la plupart des choses qu'on a entendues ici sont hors la loi, quasiment, parce que le code de déontologie, déjà, les cadre. Donc pourquoi amener cette nouvelle idée d'intégrité scientifique en la confondant avec la déontologie ? Donc, le rapport Corboll fait la distinction, et c'est bien, au moins il n'y a pas cette confusion, parce qu'il y a eu déjà une charte de l'intégrité en recherche qui a été écrite il y a 5-6 ans, où il faisait complètement la confusion entre éthique et intégrité. Ça a été reconnu d'ailleurs publiquement. Bon, là, ils font une différence, mais qui n'est pas bonne non plus. Car il y a 2 problèmes à distinguer l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche de cette façon-là. Si l'éthique de la recherche s'intéresse aux grandes questions, et l'intégrité scientifique au cadrage déontologique des pratiques, alors nous risquons fortement, et c'est malheureusement ce qui se passe, de cristalliser entre eux une forme de hiérarchie épistémique. Le CCNE d'un côté, les CPP de l'autre, les sages qui vont parler des grandes questions, et puis les praticiens qui vont s'occuper de cadrer les pratiques, comme s'il n'y avait pas des grandes questions dans les petites questions de la pratique, et comme si dans les grandes questions, il n'y avait pas des enjeux à s'intéresser très en détail à la pratique. Donc il y a ici une sorte de retour en arrière aussi assez incroyable, où on veut, pour la question des sciences, recristalliser une hiérarchie, où il y aurait des gens qui s'occupent de grandes questions, et puis il y aurait les petites questions de la déontologie et du cadrage des pratiques. Et donc, bon, on commençait à le dire, mais toute petite question est une grande question. Falsifier des résultats en recherche, promettre des choses qui sont abusives, ce sont évidemment des grandes questions si on veut bien les remettre dans un contexte de valeur, de finalité et de conséquences. Mais peut-être plus pervers encore, cette hiérarchie s'incarne institutionnellement avec la mise en place de comités à visée spéculative d'un côté. On a par exemple dans toutes les grandes instituts de recherche des grands comités d'éthique à visée spéculative. On a le COMET sous CNRS, on a le CERNA, donc des comités d'éthique à visée spéculative qui ne veulent surtout pas être saisis, surtout pas par des saisines pratiques. Ils ne veulent pas, ça serait vraiment horrible pour eux. Et des comités d'éthique opérationnelle. Les premiers, donc les comités d'éthique à visée spéculative, étant censés guider ou orienter les seconds. Donc c'est en fait enlever à la pratique la dimension réflexive. Et on le voit dans les comités, parce que j'ai fait pas mal d'observations dans les comités d'éthique de l'expérimentation animale. Vous savez que la loi impose aujourd'hui à tout établissement pratiquant une recherche impliquant des animaux de passer par un comité d'éthique de l'expérimentation animale. La mise en place de cette loi et la mise en place des règles qui régissent ces comités, c'est 40 ans de réflexion éthique. C'est 40 ans, ça s'appelle l'éthique animale. L'éthique animale a 40 ans. 40 ans de réflexion. Très riche, des revues, des colloques, des chaires qui existent maintenant, cristallisation dans la loi, normalisation de la réflexion éthique dans un cadre normatif, et on demande aux praticiens de s'occuper de ça. Donc les 3 R, on va essayer de réduire, raffiner ou remplacer, mécaniquement, en remplissant des cases. Et toute la dimension réflexive, alors pas que, mais en tout cas, moi, c'est les retours que m'ont fait les membres de ces comités eux-mêmes. On ne sait plus trop le sens que ça a, ces comités-là. En fait, c'est des comités d'accréditation, on est obligé de le faire, on le fait. Personne, de toute façon, est refusé, ça passe toujours, on s'arrange, on bricole, mais
toute la réflexivité nécessaire sur l'usage de l'animal en recherche, sur le passage de l'animal à l'homme, sur la souffrance différente de la douleur, sur la façon de mesurer la douleur, sur le rapport affectif que l'on peut avoir avec l'animal, sur les métiers dans les labos qui s'occupent de l'animal et la souffrance humaine de ces métiers-là aussi. Bref, toute la réflexivité de l'éthique animale de ces 40 dernières années disparaît. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais elle n'est plus organisée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de captation par la normalisation de la réflexivité de la base. Et où se passent les réflexions? Dans les grands comités. Ah, ça, on en parle. Hein. Ça, on en parle beaucoup. On fait même des états généraux, etc. Bon, pas pour l'éthique animale, mais pour d'autres questions. Mais dans les labos, dans les départements, dans les instituts de recherche, pas d'espace de réflexivité sur ces questions-là. On applique, en quelque sorte, la réflexivité des autres. Voilà. Donc, cette distinction, cette affirmation du rapport Corvol, l'intégrité scientifique ne se discute pas, elle se respecte, pour moi, est difficile à admettre. Non. L'intégrité scientifique se discute, elle est l'objet de conflits, elle est l'objet d'une réflexion éthique qui engage des valeurs, qui engage des finalités, et la norme, elle doit être un curseur à un moment donné pour les pratiques, elle doit être l'objet d'une réflexivité et se discuter. Non. Sinon, c'est la déontologie, c'est la loi, mais ça existe par ailleurs. Là, on parle d'intégrité scientifique. Donc, vous voyez que l'articulation qui est proposée par le rapport Corvol entre intégrité et éthique de la recherche n'est pas satisfaisante, me semble-t-il. Alors, pour comprendre ça, et pour comprendre surtout l'indissociabilité des deux, prenons l'exemple du jugement sur la qualité d'une connaissance scientifique. Comment juge-t-on aujourd'hui de la qualité d'une connaissance scientifique? Pour montrer que ces réflexions sont indissociables. Alors il y a une tendance qui vise à juger la qualité d'une connaissance scientifique selon une perspective que je nomme minimaliste, que certains appellent positiviste en épistémologie, selon laquelle la qualité d'une connaissance scientifique tient à sa seule robustesse méthodologique, au respect d'un certain nombre de règles méthodologiques. Dans une telle conception, une connaissance sera considérée comme de bonne qualité si le processus qui en est à l'origine répond à un certain nombre de principes méthodologiques admis par la communauté scientifique. Ceci peut prendre la forme d'un contrat méthodologique, avec des préconisations normatives, comme on peut les voir. Je vous renvoie ici à la déclaration de Singapour, déclaration de Singapour sur l'intégrité en recherche, où il est dit que les chercheurs doivent utiliser des méthodes appropriées, ils doivent faire une analyse critique sur leurs résultats, ils doivent faire preuve d'une certaine objectivité, d'une forme de neutralité, etc., etc. Autant de préconisations qui visent à renforcer la robustesse du processus de création d'une connaissance. Et donc évidemment, dans un tel cadre, on comprend que l'intégrité scientifique est l'arme proposée par les institutions pour promouvoir cette robustesse scientifique, cette qualité de la connaissance. Et d'ailleurs, dans tous les textes, dans tous les discours politiques, ce qui est souvent dit, c'est pour respecter l'intégrité scientifique est là pour redonner de la crédibilité sur la qualité des connaissances scientifiques. Donc on a bien ici l'intégrité scientifique comme arme d'une certaine vision de la qualité de la connaissance scientifique. Certaines visions parce qu'il est possible de concevoir la qualité de la connaissance scientifique autrement que selon cette perspective minimaliste. Et d'ailleurs, c'est la tendance aujourd'hui que prennent un certain nombre de projets de recherche, de scientifiques, de collectifs de personnes concernées, par exemple dans le domaine de la santé, où il est possible de concevoir la qualité d'une connaissance scientifique selon une perspective non positiviste, qui ajoute à la notion de robustesse, donc à ce respect d'un certain nombre de règles, la notion de pertinence. Il y a une différence à opérer entre le concept de robustesse et de pertinence. Car la faiblesse de la conception minimaliste de la qualité en recherche, qui rend impossible, elle exclut complètement du champ de la réflexion la possibilité d'évaluer une connaissance à l'aune de ses conséquences ou en fonction de valeurs et de finalités.
Ce qui est important, c'est la robustesse de la connaissance elle-même, et cette robustesse, c'est mesurée si elle répond à un certain nombre de règles méthodologiques. Ce qui est important, hein, encore une fois, toutes les précautions, il faut que je mette, parce qu'après on va me dire non, je suis pour la robustesse méthodologique, c'est dit, c'est terminé, voilà. Je dis juste que c'est pas suffisant pour mesurer la qualité d'une connaissance, et que l'intégrité scientifique revient comme ça pour finalement réimmiscer dans la science le positivisme qu'on avait réussi à évacuer. Bon. Donc, cette conception minimaliste rend impossible d'évaluer à l'aune des conséquences, des valeurs et des finalités. Donc, c'est effectivement considérer que l'étude des finalités, c'est de la métaphysique, l'étude des valeurs, c'est de l'éthique ou de la politique, mais on n'a pas à s'y intéresser dans les sciences. Alors pourtant, on trouve quelques textes intéressants, hein, où on voit que les auteurs de ces textes-là veulent dépasser cette conception de la qualité de la connaissance. Je vous renvoie par exemple au manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche, c'est intéressant, hein, pour l'évaluation de la recherche. Lorsque ce manifeste de Leiden, hein, qui a été signé par beaucoup de scientifiques et quelques institutions, préconise de fonder les évaluations des chercheurs sur un jugement qualitatif de leurs travaux. Exceptionnel. Exceptionnel. Waouh! On voudrait évaluer la recherche sur des aspects qualitatifs, sur des critères de pertinence. Génial. Génial. Et ça demande de penser l'indissociabilité de l'intégrité scientifique, donc là où on juge la qualité de la recherche sur le respect d'un certain nombre de règles méthodologiques, à l'éthique de la recherche, c'est-à-dire une réflexivité, effectivement, sur, quelle valeur, quelle finalité, pourquoi on fait ça, et voir la responsabilité sociale, dans quel contexte, pour évaluer la pertinence d'une connaissance et pas simplement sa robustesse. Et d'ailleurs, des travaux commencent à démontrer la faible corrélation, voire très faible, j'ai vu dans certaines publications, faible corrélation, restons raisonnables, entre l'impact factor d'une revue, on en a parlé, et la pertinence pour l'action des publications de ces revues-là. Alors, ceci a été fait, vous pigez ça là, puisqu'on juge la qualité d'une connaissance à l'aube de la robustesse méthodologique, et in fine à la capacité à publier dans des grandes revues, parce qu'elles sont les gardiens de ce contrat méthodologique, avec des failles évidentes, mais elles le sont, on pourrait s'attendre que, c'est super, du coup, il y ait une corrélation entre l'impact factor et la pertinence des connaissances produites pour l'action. Pas du tout. Pas du tout. Des sociologues, ils sont super ces sociologues, hein, même s'ils ne sont pas siméliens, ils sont bons. Hein. Ces sociologues ont travaillé sur la conservation des abeilles sauvages au Royaume-Uni. J'aurais pu prendre un exemple sur la maladie d'Alzheimer, mais j'en ai un peu barre. Donc, la conservation des abeilles sauvages, c'est un bon sujet aussi, hein, ça intéresse tout le monde. Hein. Il y a quand même une catastrophe écologique en cours, hein, avec cette question-là. Donc, c'est pas plus ou moins important que la maladie d'Alzheimer, on est d'accord. Bon, on aurait besoin de connaissances robustes, mais pertinentes aussi, pour agir. Et donc, ils ont fait un bon travail. Ils ont identifié, les chercheurs, 54 actions qui pourraient bénéficier à la conservation des abeilles sauvages. Protéger l'habitat naturel ou semi-naturel existant, hein, pour éviter sa conversion, par exemple, à l'urbanisation ou à l'agriculture. Hein, voilà. Créer des parcelles de terrain nus pour les abeilles, créer des nichoirs, créer des corridors écologiques. Ils ont repéré dans la littérature, 54 actions parmi ce qui se fait actuellement au Royaume-Uni. Et puis ils ont repéré dans la littérature des publications qui testent ou qui apportent des preuves de l'efficacité de ces actions. Au total, ils ont repéré 159 publications. Ils en ont établi une liste. L'impact factor sur 5 ans des revues qui ont accueilli ces publications a été repéré. Hein, d'accord, on a 159 publications qui testaient ou apportaient des preuves de l'efficacité des 54 actions. On a pris l'impact factor de ces 59 publications et on en a fait aussi une liste. La première liste, la liste des actions, des 54 actions, elle a été soumise à un groupe, un échantillon que les sociologues ont réuni, de 113 praticiens
de la conservation des abeilles, qui utilisent ces recherches et qui représentent les principaux groupes d'intérêt de la politique et de la pratique de conservation des abeilles au Royaume-Uni. Donc là-dedans, dans ces 113, vous avez des décideurs nationaux ou locaux, des ONG, des agriculteurs, des conseillers agricoles, des consultants, etc. Et on a demandé à chacune de ces personnes, de ces 113 praticiens, d'évaluer les différentes actions, donc des 54 actions, qu'on leur a dit, voilà, cette action. On leur a demandé de leur allouer des points en fonction de la manière dont elles considèrent que chaque action devrait être priorisée. En gros, leur pertinence. Pour eux, en tant qu'acteurs, en tant que praticiens de la conservation. Sachant que ces acteurs, ces praticiens de la conservation, lorsqu'ils ont fait cette priorisation, donc en gros, ces 51 actions, ils les ont classées, en disant, celle-là, c'est la plus pertinente pour moi, et puis ensuite, jusqu'à la 54e, ils ne savaient pas, évidemment, ce jugement, ce classement n'a pas été fait en connaissant les publications scientifiques qui étaient censées juger l'efficacité de ces actions. D'accord. Donc, la priorisation s'est faite selon les besoins et les contraintes de la pratique spécifique de chaque partie prenante. Et donc, on a obtenu comme ça un score. Ils ont obtenu un score de priorité pour chacune des actions. Par ailleurs, ces actions ont été notées par des experts. Enfin, l'article est assez compliqué et assez bien foutu. Ceux qui veulent la référence, je vous la donnerai. Puis, il y a eu une agrégation qui a été faite, voilà, et qui a sorti un score de pertinence pour chacune des actions. Ce score de pertinence vise à quoi ? Il vise à mesurer l'impact des actions pour les acteurs. Enfin, voilà. Puis ça a été comparé, donc ce score de pertinence, à l'impact factor des revues qui validaient ou qui renforçaient, qui apportaient des preuves à ces actions. Et donc c'est là où les auteurs avaient fait l'hypothèse d'une corrélation. Bon, et en fait, il n'y a pas du tout de corrélation. C'est-à-dire que ce que les praticiens trouvent comme pertinent ne sont pas du tout des actions validées par des publications dont la revue a un fort impact factor. Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire qu'il y a une décorrélation, enfin c'est la conclusion de ces auteurs, entre robustesse méthodologique, dont on suppose qu'une des caractéristiques, c'est la possibilité de publier dans des revues à fort impact factor. Ça se discute, hein, je suis d'accord. Ça peut être aussi des réseaux, ça peut être aussi une autorité académique. Mais il y a quand même cette idée-là, et la pertinence pour l'action de ces publications. Donc vous voyez qu'ici, par un exemple simple et qu'il faudrait évidemment détailler, l'idée de juger la qualité d'une recherche par sa simple robustesse a des limites. On peut évidemment, et il faudrait, juger la qualité d'une connaissance scientifique à l'aune de la robustesse épistémique, donc en fonction du respect d'un certain nombre de normes et de principes, donc recherche intègre pour le dire autrement, et à l'aune de la pertinence, c'est-à-dire en mobilisant non plus simplement des normes et des principes, mais des valeurs et des finalités dans un contexte donné, et en fonction des conséquences de ces connaissances. Voilà. Bon, je suis long, hein, non ? Ou c'est moi ? Bon, j'avais annoncé que je ne le ferais pas, donc je ne vais pas le faire. Hein. L'indissociabilité de l'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale, il y a le même mécanisme à penser, évidemment, bon, avec d'autres exemples. Voilà, simplement, bon, pour me résumer et conclure sur cette intervention, ensuite on discutera. Voilà. L'intégrité, puisque c'est cette notion qui ici est au travail dans l'intervention, l'intégrité, finalement, c'est quelque chose qui est à la fois à défendre et à faire hésiter. Et que si on n'est que dans la défense de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire maintenir en son entier une communauté, alors on exclut tout un tas de réflexions, et d'ailleurs on exclut l'éthique en tant que telle, la responsabilité sociale, qui sont là pour faire hésiter précisément cette idée que la science ne devrait pas être atteinte par un certain nombre de choses. Voilà, alors on peut être d'accord sur le fait que la science ne doit pas être atteinte par la malhonnêteté, les conflits d'intérêts, etc. Ça s'appelle la déontologie. Mais est-ce qu'il faut que la science soit protégée des valeurs ?
d'une réflexivité sur les finalités, d'une implication dans la société et d'une sensibilité aux conséquences, d'une sensibilité et d'une affection à un contexte particulier, ça je ne crois pas. Et donc, il faut faire hésiter l'intégrité de ce point de vue. Merci de votre attention.